De retour sur le plateau de votre quotidien et Week-end F, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7. Et souvent, ça nous arrive d'être aussi en live streaming Facebook. Bref, vous ne pouvez pas nous louper. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va vous parler du monde du travail. On va vous parler du burn-out. Ce n'est pas le burn-out, non, le burn-out. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas? Moi non plus, je ne connaissais pas. C'est pour ça que j'ai appelé ma professionnelle Néhémie Martin avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Ça va très bien, Staggy. Bien installé? Oui, très bien. Ah, tu es swagué. Maintenant, cher invité, maintenant je veux que des invités swagués. Je veux que la couleur des chaussures soit assortie à la veste, comme si vous êtes Miss France ou Mister France. Bref, je veux du swag en 2022. Donc, tu vas nous parler du burn-out. À ne pas confondre avec le burn-out. Donc déjà, qu'est-ce que le burn-out? On va bien expliquer les deux termes. Donc le burn-out. Alors, donc pour différencier, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler du burn-out, qui est syndrome d'épuisement professionnel, mais par le stress. Donc c'est tout ce qui va concerner la surcharge de travail, vraiment le fait d'avoir une tonne de travail, de crouler en fait sous le stress. C'est pas uniquement en termes de comment dire, de volume. Ça peut être aussi au final la pression qui existe de l'employeur ou vraiment qui circule en fait dans l'environnement du travail. Donc la différence avec le bore-out qui vient du mot boring, donc en anglais s'ennuyer. Yeah, en fait, all right. Oui, exactement. C'est un terme qu'on entend. Bore. Exactement. Bored. Exactement. Ennuyé. C'est ça. Out, dehors, in, à l'intérieur. Cours d'anglais, grâce à Néhémie. Et en fait, on n'entend pas beaucoup. Moi, ça m'a un petit peu interrogée parce que je me suis demandé si justement il n'était pas passé sous silence parce que ça pouvait être un petit peu tabou, puisque en vérité, c'est déjà tellement compliqué de trouver du travail que justement cette question du bore-out, de s'ennuyer au travail, c'est quand même un terme qu'on n'entend pas énormément. Et pourtant, donc le bore-out, à la différence du burn-out, ça vient du coup du syndrome de l'épuisement professionnel, mais par l'ennui. D'accord. Donc on s'ennuie dans son travail. On s'ennuie à son travail, il y a une forme de perte de sens, les tâches n'ont plus de sens, on a le sentiment aussi d'être sous-évalué, de ne pas pouvoir mettre ses compétences au final en place. Et donc ça peut être réellement impactant, voire même grave au niveau de la santé mentale. Et c'est un terme quand même et une notion qu'on se devrait de connaître un petit peu plus parce qu'à contrario finalement de la notion de burn-out, c'est quand même quelque chose de très répandu. Mais on a commencé à en parler quand exactement? Parce que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on n'a pratiquement jamais entendu parler de ça. Alors que tout le monde, je suis sûr, parce que tout le monde des fois s'ennuie lorsqu'on parle entre nous, on sait que voilà, on n'est pas souvent à fond dans son taf. Mais cette expression, et par vous aussi psychologue, ça a été introduit dans le monde normal quand? Alors, il faut savoir que tous ces anglicismes qui, effectivement, qui surgissent et on les entend, on se dit tiens, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Ce sont ils viennent en fait caractériser des difficultés et des notions qui existent, on va dire un peu depuis la nuit des temps. Le terme en lui-même, il est assez récent, on va dire qu'il date d'une dizaine d'années à peu près, mais vraiment il émerge et on l'entend et surtout on le prend en considération depuis, on va dire quand même très peu de temps. D'accord. Et est-ce que c'est pris au sérieux? Parce qu'il y a ce côté-là aussi, on se dit, tu t'ennuies à ton travail, mais déjà que tu as un taf, tu vas te calmer. Est-ce qu'il est pris au sérieux par les employeurs, même par les professionnels de la santé? Parce que, et tout à l'heure, on va arriver justement sur les effets de ce burn-out, mais est-ce que c'est pris au sérieux? Non. Non, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on a une réalité en termes de chiffres de chômage, en termes économiques, qui est d'autant plus renforcée, bien sûr, avec la question de la crise. Et bien, tout ça, ça fait un cocktail qui fait que les gens, ils s'enferment dans le silence, en fait. Ils vivent ces situations d'ennui qui vont justement jusqu'à les décourager à même se lever le matin. Parce qu'au final, on se réveille pour aller à un endroit où on va passer des heures de sa vie, puisque c'est ce qui occupe un volume horaire très important, le travail. Et puis il n'y a pas de sens, on fait des tâches ou à la chaîne, de façon un peu robotisée, où on n'y trouve plus finalement de motivation, la notion ou de créativité ou même de productivité, elle est mise à mal en fait. Donc non, c'est pas très pris au sérieux, parce que déjà il y a une réalité professionnelle qui est compliquée dans le contexte dans lequel nous sommes, mais de façon globale aussi, parce qu'il y a une représentation du travail qui est un petit peu, à mon sens, idéalisée,
surtout qu'à notre époque, on met beaucoup en avant un monde d'entrepreneurs où il faut toujours aller chercher du travail, toujours aller avoir de l'ambition. Et au final, donc on se sent encore plus isolé et cloisonné parce qu'il y a une forme de, on va dire, de dualité entre ce monde de personnes hyper actives, hyper ambitieuses. Et puis, parfois, il y a certaines personnes qui subissent le burn-out et qui se retrouvent enfermées dans un travail qui n'a pas de sens. Donc ça isole et au final, ça crée un sujet un peu tabou. Est-ce que justement cette crise du Covid a permis de mettre voilà, le doigt sur tout ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de changements de boulot. Les gens se sont rendus compte qu'en fait le boulot qu'ils avaient, qu'ils occupaient, ne comblait pas leur désir profond. Et là, les langues se sont déliées. Ce boulot ne me convient pas, je m'ennuie, quelle est son utilité? Est-ce que finalement le burn-out n'obtiendra pas ces lettres de noblesse grâce à cette crise? C'est vrai que ça exacerbe en fait déjà des difficultés, mais déjà la plupart des gens ne s'accordaient pas de prendre réellement conscience et de prendre la mesure au final de l'ennui et de la perte de sens qu'ils pouvaient subir à leur travail. Donc la question du Covid, ça a remué énormément de choses en termes de bilan. Les gens se sont posé beaucoup de questions. Quelle est ma place dans la société? Quelle est ma place à mon travail? Est-ce que je me sens utile? Mais en dehors du fait de me sentir utile, il n'y a pas que ça parce que quand on prend certains domaines, par exemple l'enseignement, le domaine aussi des soignants en règle générale, il y a justement peut-être trop cet aspect d'être utile, cet aspect de donner et au final ça crée aussi pour certaines personnes et pour certains professionnels un grand questionnement. Donc ça a exacerbé effectivement pas mal de questions. Beaucoup de personnes se sont remises en question sur la place qu'ils avaient dans leur vie professionnelle et surtout le sens que ça avait. Est-ce que finalement, ce n'est pas le fait de suivre automatiquement une règle préétablie par la société qui fait qu'on arrive à ça? C'est-à-dire qu'effectivement, on grandit, on vous dit, il faut que tu trouves un travail. Donc l'objectif de tout un chacun, c'est de trouver un travail, avoir de l'argent. On se dit, bon, finalement, l'argent, ça va faire notre bonheur. Est-ce que finalement, on ne prend pas assez le temps de choisir son métier pour se précipiter dans quelque chose qui va finalement remplir le portefeuille, mais va nous vider à l'intérieur? Oui, je suis très philosophique ce matin. Mais tu as raison, parce que en vérité, il y a quand même un modèle sociétal qui est très présent, qui conduit à finalement faire fructifier ce qu'on va mettre en place et même penser ces idées en fonction de ce qu'elles vont nous rapporter. La question du sens, elle est un petit peu masquée au final par la question des intérêts. Et même la question du plaisir aussi peut être masquée par les intérêts. Donc après ce sont des modèles assez américanisés, il faut bien le dire, qui sont un peu exportés et que bon, on va dire que c'est un peu universel. Les gens s'en imprègnent parce que tout le monde veut, entre guillemets, bien vivre, hein, tout le monde veut avoir un salaire qui rapporte parce qu'effectivement, avec cette notion d'argent, il y a l'aspect de confort qui peut, je dis bien peu parce que ce n'est pas systématique, suivre en fait sur cette base-là. Mais effectivement, on se retrouve parfois très vite rattrapé par cette question du sens et cette question du plaisir. D'ailleurs, quand on exerce une profession, quand on se lance dans quelque chose et qu'il y a uniquement cette notion d'apport et financière, on appelle ça le dilettantisme en fait, hein, on se retrouve un peu, pour la plupart des gens, ils se retrouvent un peu acculés parce que cette question du sens reprend à un moment donné son chemin et puis ils se retrouvent confrontés à ça. Alors comment déceler le burn-out chez nos collègues ou même chez nous? Si ça se trouve, mesdames et messieurs, vous êtes atteint du syndrome du burn-out, vous vous ennuyez totalement dans votre boulot, ce n'est pas une phase, peut-être que c'est ça, comment le déceler? Toutes les fois où on cherche une forme d'échappatoire, où on est un petit peu attiré par des éléments extérieurs, pas par des concentrations simples, mais vraiment parce que les tâches qu'on doit accomplir nous semblent vides, qu'on a le sentiment qu'en fait elles n'ont plus de sens. Il y a des éléments qui sont très précis, mais il faut pouvoir déjà s'observer soi-même. Il y a la question de la fréquence aussi, parce que être déconcentré, se désinvestir, tout ça, ça peut arriver bien sûr dans une semaine, dans un mois, mais quand on se rend compte que de façon totalement systématique, ce sont des éléments qui sont incontournables quand on se rend sur son lieu de travail et qu'en fait on se demande juste mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'au final je ne suis pas simplement ailleurs parce que j'ai besoin de vacances, mais parce que j'aimerais pouvoir me réaliser autre part? Eh bien, ce sont des éléments qui doivent alerter parce qu'il faut comprendre que le burn-out, comme je le disais tout à l'heure, comme il y a cette notion de tabou parce que les gens n'osent pas en parler, parce que c'est une notion qui est peu connue et qui au final est un peu minimisée,
eh bien, on a tendance à ne pas réussir à percevoir en fait les signes en soi. Donc, il y a la déconcentration, il y a le désinvestissement, il y a le manque de motivation. Il y a vraiment tout l'aspect aussi un peu robotisé, comme je le disais, qu'on peut avoir lorsqu'on réalise des tâches. Tout ça, ce sont des signes, mais ce sont des signes un peu avant-coureurs, parce que ça, c'est la base. Parce que quand on franchit le palier suivant, eh bien, on se rend compte que la santé mentale en prend un sacré coup. Ouais. Et l'anxiété, vraiment se demander... au final, on part de la question quelle est ma place professionnellement pour en arriver à limite quelle est ma place un peu dans la société, quelle est ma place, quel est mon rôle au final sur Terre. Ça peut aller loin, dépression, anxiété et tous ces signes-là, ils doivent vous alerter. Exactement, et ça c'est le côté qui va atteindre un petit peu votre vie privée. On va y arriver, mais juste avant, est-ce que ce ne serait pas limite le rôle de l'employeur de redynamiser son employé? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que voilà, l'employé là depuis un certain moment, on sent qu'il perd sa vitalité? Est-ce qu'il ne devrait pas? On voit des entreprises en France ou même aux États-Unis qui voilà, organisent des choses entre employés, diversifient les activités. Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi de l'employeur d'éviter le bore-out chez son employé? Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a même des articles qui au final, exigent de l'employeur qu'il puisse s'enquérir de la santé, la sécurité physique évidemment, mais de la santé mentale de ses salariés en fait. Ça paraît un peu énorme parce que, eh bien, déjà l'employeur en lui-même, bien sûr, parfois on se rend compte qu'eux-mêmes rencontrent aussi des syndromes en fait, là, burn-out, parfois aussi bore-out. Et donc, eh bien, il faut un peu l'impasse sur cette question de la santé mentale et du sens qu'ils peuvent donner, parfois c'est volontaire aussi, qu'ils peuvent donner au final à leurs salariés. Donc oui, c'est bien sûr le rôle de l'employeur puisqu'on se rend compte que quand on se penche sur la psychologie du travail, ce sont des bases, des piliers, c'est l'essence même du fonctionnement. On ne peut pas adopter un modèle de fonctionnement au travail qui soit totalement, j'ai envie de dire, autoritaire. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu plus démocratique avec bien sûr la question du bien-être et la question de la santé mentale au centre en fait de l'organisation même du lieu de travail. Et donc oui, il y a des modèles qui viennent un peu d'ailleurs. Bon, il n'y a pas que les États-Unis, c'est vrai qu'on en parle aussi beaucoup, mais il y a des modèles qui parlent beaucoup de cette question des relations entre salariés, de vraiment mettre une dynamique, de poser une dynamique qui soit fluide pour permettre en fait de se sentir exister et pas pour uniquement donner le sentiment d'obligation en fait quand on se rend sur son lieu de travail. Alors on va donc en arriver au domaine privé, c'est-à-dire est-ce que ça peut nous atteindre effectivement dans notre vie privée? Est-ce que, parce que tu parlais d'anxiété, souvent on n'a pas envie de se lever le matin, on se dit mais je vais quelque part où je vais m'ennuyer. Est-ce que ça peut même, dans nos relations amicales, relations familiales, même relations de couple, est-ce que ça peut atteindre notre libido? Genre je m'embête, j'allais faire comme le président, utiliser un mot qu'on ne doit pas dire. On doit censurer. Voilà, est-ce que ça peut nous atteindre et comment ça nous atteint dans notre vie privée? Ben, on parle de l'anxiété, on parle d'inquiétude et on parle de ça sur, comme je le disais, un volume horaire en moyenne de 7 heures à 8 heures par jour, au final que subit, parce que c'est vraiment le mot, une personne, un individu. Donc effectivement, quand il va rentrer chez lui, quand il va retrouver un peu son cocon, on peut attendre, on peut espérer qu'au final il y ait une forme de soulagement, une décharge un petit peu de ce... Parce que malgré tout c'est une forme de stress, mais c'est aléatoire parce que, eh bien, on ne peut pas forcément se délivrer de toute cette angoisse générée par un peu le centre au final de son existence et de son quotidien. Donc c'est difficile parce que, eh bien, comme je le disais, ça va toucher à la santé mentale. Et on ne peut pas désamorcer ça tout seul. On ne peut pas forcément, ou c'est très compliqué, certaines personnes y arrivent, mais moi j'ai envie de dire que c'est sur un temps. On peut réussir à compartimenter les choses en se disant, sur mon lieu de travail, je ressens telle chose, j'ai telles inquiétudes. Quand je rentre chez moi et quand je suis auprès de ma famille, auprès de mes amis, eh bien, je serai beaucoup plus relax. Oui, c'est vrai qu'on peut compartimenter, mais il n'empêche que l'espace psychique est toujours, on va dire, saturé, même de façon minime, et même si on le refoule, par cette question des inquiétudes
par rapport à la vie professionnelle. Donc ça reste quand même très impactant, même si certaines personnes arrivent à faire une forme de travail pour mettre un peu de côté, ça reste là. Donc oui, ça peut avoir des effets vraiment qui vont atteindre vraiment tout le quotidien d'une personne. Mais comment compartimenter? Parce que c'est vrai que tout le monde adore utiliser ce terme. Mais il suffit de compartimenter, laisse le boulot au pied. Mais les gars, des fois on ne peut pas. Des fois son cerveau fonctionne tout seul. Tu as des petites techniques justement pour compartimenter? Mais moi, je donnerais plutôt le conseil de ne pas tenter de compartimenter. Oh, joli. Oui, je disais que c'était possible pour certaines personnes un peu de se donner ce défi et peut-être un peu en toute sincérité l'illusion d'y arriver. Parfois, on peut réussir à mettre une certaine partie de l'inquiétude, mais comme je le disais, tout est question de temps, parce qu'il y a un moment donné où, en fait, forcément, ça gagne du terrain. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas refouler ce qu'on ressent. Parce que c'est bien toute la problématique du burn-out, c'est que, je le disais, la société va pousser, parfois la famille aussi, va pousser à minimiser. Mais tu as un travail, tu as un salaire, écoute, c'est difficile en ce moment, va pas trop te plaindre, en fait, en gros. Exact. Mais c'est ça, c'est le retour qu'on peut avoir. Donc, limite, la personne doit se sentir coupable et finalement, elle ne dit rien, elle est en train de dépérir toute seule, problème. Après, elle dit, ouais, mais si elle avait parlé, mais quand elle avait parlé, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut, j'allais te poser une question du style, comment est-ce qu'on peut vivre avec? Mais est-ce qu'on peut se décharger, voilà, du poids émotionnel que tout ça apporte en peut-être faisant du sport, faisant du yoga, on est en Guadeloupe, aller à la mer, à la rivière, parler à un professionnel? Est-ce que tu as quand même des petites techniques, mises à part compartimenter, mais pour essayer, voilà, au moins d'atténuer cette charge émotionnelle du burn-out? En fait, tu as dit un mot qui est intéressant, cette question de culpabilité. La première chose déjà, à mon sens, avant de se mettre, on va dire, de poser un petit peu la question du défi, de bouleverser les choses ou de trouver des stratégies annexes, ça va être surtout de prendre conscience et de s'accorder, eh bien, effectivement, qu'il y a une vraie perte de sens et un véritable sentiment d'ennui à son travail. Pouvoir vraiment se dire, mais j'ai le droit en fait de ressentir ça. Même si j'ai un salaire de temps ou de temps, j'ai le droit de m'ennuyer à mon travail et effectivement de ressentir que ce n'est plus ma place. Une des premières choses, et le premier travail à faire, il est purement psychique, vraiment s'accorder cela. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut réfléchir et analyser les éléments de façon, j'ai envie de dire, un peu concrète. Donc se demander si potentiellement on peut envisager soit une reconversion professionnelle, un changement de poste, trouver peut-être des activités au sein même du travail ou de l'entreprise pour pouvoir justement essayer de remettre les choses un peu à flot. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas tout le temps possible. Parce que eh bien, la question de l'argent, on ne va pas idéaliser le discours. Ouais. Le salaire, ça reste quand même la survie en fait, des gens. Donc on ne peut pas tout le temps contourner et on ne peut pas tout le temps trouver une solution, en tout cas dans l'immédiat. Mais il faut déjà pouvoir reconnaître les choses et dans un deuxième temps, il y a d'autres possibilités. Effectivement, tu disais, il y a la question des activités. Alors c'est pas... Peut-être que dit comme ça paraît léger hein, pour des personnes qui sont enfermées vraiment dans un quotidien professionnel qui pourrait être lourd pour eux. Mais ça a du sens. Pourquoi? Parce que psychiquement, je crois que ça décloisonne l'esprit. Je m'explique. On disait tout à l'heure que le burn-out et le burn-out étaient différents, mais ils sont un peu cousins. Ils sont cousins. Exact, c'est exactement ça. Il y a une similitude en fait entre deux, c'est que la personne, au final, ne visualise sa réalisation qu'à travers le travail en fait. Et quand on réfléchit à ses activités, ses passions qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'exploiter ou de découvrir, on décloisonne son esprit. Pourquoi? Parce que, eh bien, on se défocalise de l'aspect de réalisation qu'à travers la vie professionnelle. Je ne suis pas qu'un professionnel, je ne suis pas qu'une personne à son travail et je peux et je me dois de me réaliser ailleurs. Donc ça peut être à travers un sport, à travers de la créativité aussi. C'est très important la créativité parce que c'est différent des activités sportives. C'est quand même quelque chose qui fait parler l'esprit, qui fait parler un petit peu, j'ai envie de dire, l'âme des gens. Donc ça a beaucoup d'importance aussi cet aspect-là. Donc oui, il faut aller creuser aussi là-dedans, mais je maintiens quand même quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Il y a cet aspect ultra, on va dire, proéminent qu'il faut quand même investir des activités et des loisirs, mais il faut se fixer aussi une temporalité. On ne va tout de même pas chercher des stratégies à vie. Et je le dis, on n'est pas condamné à rester au même endroit toute sa vie. Donc il y a un moment où il faut pouvoir aussi se dire, je me projette.
Aujourd'hui, je trouve des stratégies, mais je me projette. Je fais, on va dire, des plans d'action. Je me fixe, pas forcément une date, parce que l'objectif, c'est pas de se mettre une pression, mais je m'accorde à moi-même de pouvoir me projeter et de me voir un jour ailleurs, en fait, que le lieu où je suis. Et elle vient de vous donner des conseils, c'est super utile. Honnêtement, n'hésitez pas à vous projeter. Et est-ce qu'il y a moyen de se redynamiser dans son travail? Le même qui nous a donné le burn-out, c'est-à-dire, je sais pas, au niveau de son emploi du temps, son planning, la façon dont on aborde son boulot. Est-ce qu'il y a moyen de s'amuser, de se réorganiser? Parce que qui sait, peut-être que c'est un petit déclic qui nous manque. Est-ce que tu as là encore des petits conseils? Oui, c'est-à-dire que tout dépend vraiment déjà du poste, ça dépend aussi quelque part de l'employeur, ça dépend de la structure, mais il y a des situations où on se rend compte aussi qu'on se cloisonne parce qu'il y a une forme de découragement qui va pousser au final à s'enfermer dans un fatalisme en fait. Bon, de toute façon, c'est comme ça, donc je prends sur moi et puis on verra bien un jour. Au final, c'est vrai qu'il est parfois, je dis bien parfois, possible ou de réorganiser ses tâches ou de repenser son travail ou soi-même en fait de réinjecter au final une sorte aussi, quand c'est possible, ou de créativité ou de dynamisme en fait. Mais ça dépend vraiment de la profession, mais c'est parfois possible. Qui est plus touché par le burn-out, les femmes ou les hommes? Alors, on en parle beaucoup plus du côté féminin, mais moi j'ai tendance à dire que c'est peut-être parce que c'est, on va dire, la tranche qui s'exprime le plus à ce sujet. Mais au final, je crois que c'est quand même quelque chose qui touche, on va dire, qui peut toucher toute une population de façon indifférenciée. Mais on entend effectivement beaucoup cela du côté féminin. Mais le burn-out, évidemment, le burn-out, c'est global. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai que le burn-out, il a pris le dessus. Tout le monde nous parle du burn-out, mais il y a aussi le burn-out, du verbe to bore, boring, je m'ennuie, bref, je ne m'amuse plus dans mon boulot. Justement, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui s'ennuie plus qu'une autre? Est-ce que c'est la jeunesse, la vingtaine, ils viennent d'arriver, ils sont pimpant, et pour eux, il faut que ça bouge tous les jours? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont là depuis plus de 20 ans, 30 ans, qui au final, vers les 40 ans, se disent « Waouh, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais là? J'ai 40 ans, qu'est-ce que j'ai réalisé? Who am I? Where I go? Je ne sais pas. » Alors, dis-nous tout. Je ne vais pas m'appuyer sur des chiffres, je vais m'appuyer sur une sorte du silence des personnes justement qui arrivent à leur travail, donc ou qui viennent d'être diplômés ou qui viennent d'obtenir une formation et qui justement ne vont pas forcément s'exprimer à travers les chiffres, mais qui s'inscrivent dans une forme de prise de conscience, on va dire, parce qu'il y a entre guillemets une nouvelle génération. Je m'explique. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, donc on va dire les jeunes actifs, eh bien, cette question du bien-être, elle devient quand même plus centrale que pour les générations antérieures. On a quand même envie de trouver quelque chose qui a du sens, parce qu'on le sait, on est aussi, bon, de façon peut-être pas tout le temps positive, mais dans une société quand même qui tend justement à être un peu au centre de sa propre vie, à se recentrer sur soi-même. Il y a un grand discours sur pas seulement la santé mentale, mais le moi-je et le bien-être en fait. Donc cette génération qui actuellement qui comprend tous les jeunes actifs, va réussir parfois à plus effectivement rechercher quelque chose, une profession, un poste qui vont avoir du sens au final pour eux. Les générations antérieures, pour beaucoup effectivement, peuvent potentiellement risquer de plus s'enfermer dans cette question du renoncement. Et parfois, je disais un petit peu du fatalisme en se disant, bon, ça fait 20 ans que je fais ça, mais attention parce que ce sont aussi des générations qui parfois peuvent avoir une difficulté justement à communiquer sur la question de leur santé mentale, à simplement dire je me sens pas bien parce qu'ils ne s'accordent pas cela, puisque bon, on va pas revenir là-dessus, mais il y a une éducation aussi un peu en amont. Donc ça va enfermer doublement au final ces personnes. L'éducation plus au final le temps passé à ce poste, ça va être un peu plus compliqué, mais fort heureusement, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait un brassage aussi au final des générations. Fort heureusement, ce discours quand même du bien-être existait en fait, pas uniquement produire, pas uniquement être tout le temps utile. Ça commence à arriver, peu importe la génération qui est touchée.
Et justement, est-ce que tu penses qu'en 2022, parce que tu viens de le dire d'une façon vraiment très bien, c'est que les jeunes, effectivement, n'ont pas peur de changer de boulot. Est-ce qu'en 2022, ben voilà, on a de moins en moins peur de changer de taf, même quand on a 40 ans. Hein. Je vois des gens à 40, 45 ans, ils se disent, allez, vas-y déjà, je retourne en formation, je retourne étudier, je change de boulot, j'en ai marre. Est-ce que c'est devenu plus facile? Est-ce que les mœurs sont changées? Justement, l'éducation aussi a changé. Donc aujourd'hui, on peut changer plus facilement de boulot et surtout, on n'a pas à avoir peur de changer de boulot. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Eh bien, effectivement, non, mais ça arrive, mais c'est vrai que c'est encore, justement, on en parle avec presque un ton un peu admiratif parce qu'on se rend compte que les personnes qui se dépassent dans le sens, pas dans le sens d'être plus ou moins fort qu'une autre personne, mais décident de ne plus vivre dans une forme de carcan, c'est quand même quelque chose qui reste minoritaire. Et c'est vrai que quand on y réfléchit aussi, les personnes qui font cela, elles ont un peu les feux des projecteurs braqués sur eux parce qu'on attendait qu'elles réussissent, on observe en fait leur cheminement en se demandant, tiens, ils ont quitté ça, qu'est-ce qu'ils ont eu au final en échange. Donc ça reste quelque chose encore qui est un peu en chemin, qui est un peu en travail, qu'on commence à explorer et puis certains modèles effectivement vous montrent, mais attention parce que moi j'ai envie de dire que ce qui est valorisé ce sont plutôt les modèles de réussite dans la reconversion. Voilà. On ne vous parle pas des gens qui veulent changer de boulot et puis ne trouvent jamais de boulot. Ça, on ne vous le dira pas. Mais en tout cas, mais ça, ce n'est pas pour vous effrayer non plus si vous voulez changer de boulot. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas le prochain thème de notre émission, notre éducation et le monde du travail? Est-il si facile de changer de boulot? C'est intéressant. Que risque-t-on? Vous voyez, non mais ils sont habitués. C'est ici même que je trouve les prochains thèmes des émissions. En tout cas, tu nous as tellement bien éclairé. Je suis sûr que nos téléspectateurs ont encore une tonne de questions à te poser. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un numéro de téléphone où on peut t'appeler, mais attention, n'appelez pas à 3 h du matin. Je vous connais, hein? Vous appelez les demoiselles à n'importe quelle heure. Ça ne se fait pas. On est en 2022, on ne fait plus ça. Donc, est-ce que tu as tout ça? Et bien sûr, si tu as tout ça, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Néhémie Martin partout, c'est parfait. Donc sur Facebook, tout est décollé. Néhémie sans Y, Martin sans Y, psychologue avec un Y, mais je ne vous dirai pas où. Instagram, c'est la même chose, mais vous collez tout. Et le numéro de téléphone, c'est un portable 75 19 31. Encore une fois, vous laissez Néhémie dormir à 3 h du matin. Du moins, elle ne dort pas, elle joue aux jeux vidéo. Ça l'aide justement à se détendre. Est-ce que les jeux vidéo, justement, voilà, ça peut aider à se détendre? Parce que toi, tu dois recevoir énormément d'énergie, de problèmes et compagnie. Comment toi tu arrives à gérer justement? Cette question de, justement, comme je le disais, d'exister ailleurs qu'à travers l'activité professionnelle. Être une personne, au final, qui se réalise n'est pas forcément une personne qui gravit des échelons professionnels. C'est quelqu'un qui se sent épanoui et qui est, j'ai envie de dire, à la recherche totale de son bien-être. Exactement, regardez-moi. Moi, je ne gravis pas des échelons, je suis bien, je suis au calme, je suis avec Néhémie en tout cas. Merci d'être passé sur le plateau, ce fut un réel plaisir. Je viens de trouver 2 thèmes. En plus, tes thèmes sont excellents. On se revoit très très vite. Nous aussi, on se revoit très très vite avec un nouvel invité, mais bien entendu, il faut que je remercie celui qui m'a passé ce merveilleux pull. Je sais que vous le regardez depuis le début de l'émission, il faut descendre à Bastère, aller chez les crins, j'ai tout mélangé. Demandez Nathalie, dites que vous venez de ma part. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Merci Néhémie, à très vite. Et nous on se dit aussi à très vite sur Éclair TV. À demain.